Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs. Avec AgriWeb TV, la chaîne dédiée à l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, je pars dans les fermes prendre le café avec les agriculteurs. J'arrive avec ma table, 2 chaises et mon thermos de café et c'est parti pour une discussion sans filtre avec ces personnalités hors du commun. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre chez Olivier Lasternas, éleveur de vaches limousines à Saint-Cyr-en-Champagne, à la frontière entre la Dordogne et la Corrèze. Et oui, s'il vous plaît, avec AgriWeb TV, je voyage. Olivier est un éleveur emblématique de la race limousine. Reconverti en bio depuis 2020, il est installé sur l'exploitation avec sa femme et sa fille, Camille, qui a rejoint l'exploitation depuis maintenant 3 ans. Ils sont reconnus pour le sérieux de leur travail qui leur permet de produire une viande de haute qualité et d'avoir un troupeau à grande valeur génétique. Les Cafés Fermiers, c'est avant tout une série vidéo. Vous pouvez retrouver Olivier et moi-même sur le site agriweb.tv. Le podcast est un format plus long qui est là pour vous partager l'intégralité de notre conversation. Si vous voulez voir le visage d'Olivier et ses vaches, n'hésitez donc pas à vous rendre sur agriweb.tv. Allez, c'est parti, c'est l'épisode 2 de la série des Cafés Fermiers d'AgriWeb TV. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation. Pour commencer, est-ce que tu voudrais un thé ou un café ? Un café s'il te plaît. Café. Bon, je te promets pas parce que j'ai fait 2h30 de route avant d'arriver, tu me fais voyager, donc je suis pas sûre qu'il soit encore très chaud. Mais tu feras semblant. Merci. Moi je vais plutôt prendre un thé. À quelle heure tu prends ton café le matin ? Ça dépend de notre emploi du temps. Je veux dire, quand l'emploi du temps hors de l'exploitation est relativement calme, c'est 7 heures. En famille et quand mon emploi du temps est plus chargé, que je suis obligé de partir sur le terrain par rapport à mes responsabilités professionnelles, ça peut être beaucoup plus tôt. Et tu es dans quel état d'esprit quand tu le prends ? Tu es plutôt du matin optimiste ou c'est un peu dur au démarrage ? Je suis toujours optimiste. Et la caractéristique où tu me demandais une anecdote, c'est que au vu de mes filles et de ma femme, j'embraye le matin tout le temps trop vite. À fond dès le départ. Même au petit déjeuner, je suis déjà dans la journée, quoi. Il ne faudrait pas qu'on soit le matin ensemble, alors je te confirme. On va démarrer par la première rubrique. Raconte-nous ta ferme. L'exploitation, on est sur une exploitation familiale. On est 3 à travailler sur la structure. Je suis en GAEC, on est en GAEC entre époux avec Isabelle. Et on a un salarié à plein temps qui est en l'occurrence notre fille aînée Camille. Donc on travaille à 3 sur l'exploitation, sur une SAU aujourd'hui de 170 hectares. Pour un cheptel bovin d'à peu près 110 mères limousines, plus toute la suite, donc en effectif moyen aux alentours de 350 animaux présents sur l'exploitation. Et un atelier qui est récent, qui date maintenant de 3 ans, d'engraissement de porc bio sur paille. On est entouré de tes vaches, elles sont magnifiques, on en parlera après. Mais ça a été quoi le déclic pour toi de te lancer dans l'agriculture et dans l'élevage ? Alors le déclic, je vais te répondre, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que depuis tout petit, je suis passionné. Et le déclic, l'image la plus jeune que j'ai de moi, c'est de tenir la main à ma grand-mère maternelle, qui était éleveuse elle aussi, mais de vaches laitières. Mais j'avais quoi, 3-4 ans, voilà, et cette image, je l'ai toujours. C'est peut-être de là que ça a démarré d'ailleurs. Donc je me suis installé moi en 97, hors cadre familial, puisque j'ai repris l'exploitation de mon grand-père, mais ça avait sauté une génération. Donc il avait patienté jusqu'à ce que moi je sois prêt pour transmettre. Donc il était relativement âgé. Donc voilà, hors cadre familial, ça n'a pas toujours été facile. Mais on a démarré avec une structure à l'époque de 40 hectares avec 30 vaches et une petite activité pas trop, parce qu'en termes de chiffre d'affaires, c'était quand même important. On avait des vergers de pommiers à l'époque. Donc j'ai démarré comme ça en 97 et petit à petit, on a modifié, on a transformé, on a fait évoluer le système pour en arriver à ce que je te disais tout à l'heure. Et les limousines, ça arrivait à quel moment ? Au moment de ton installation ? Pourquoi ce choix ? Les limousines, elles sont arrivées bien avant, puisque mon grand-père, comme je te l'ai dit, avait un cheptel d'une 40aine de mères, qui n'était pas inscrite, mais malgré tout, il était passionné de génétique et il avait tout le temps acheté des taureaux inscrits, donc déjà au livre généalogique, dans des grands élevages de la race à l'époque, dans des origines, alors
Ça ne dira rien au commun des mortels, mais certains passionnés s'y retrouveront. Des origines Jean Dumas, des origines du Haras national de Pompadour, qui est à nos portes, puisqu'on est qu'à une dizaine de kilomètres. Et c'est comme ça que ça a démarré. Alors aujourd'hui, comment vous gagnez votre vie? Aujourd'hui, on gagne notre vie au travers de la production, donc, comme je te le disais. Donc déjà, depuis 2 ans, on est en 100% en agriculture biologique. Donc ce choix-là, on l'a fait par rapport à des méthodes de travail en conventionnel qui s'en rapprochaient énormément. Et on s'est dit, alors le cap a été difficile à franchir, on l'a franchi même un peu trop tard, je dirais. Mais on s'est dit, pourquoi pas essayer d'aller chercher une plus-value qui existe malgré tout, sans se rajouter finalement trop de contraintes par rapport à ce qu'on faisait au préalable. Donc l'idée du passage en bio, c'était de mieux valoriser la vente de Voilà, ta viande. c'est de mieux valoriser la viande qu'on produisait sur l'exploitation, que ce soit la viande donc côté bovin ou que ce soit le côté atelier porcin. Et par ailleurs, quand je faisais un peu de recherche sur le sujet, le bien-être animal, ça a l'air central ici pour vous. Alors le bien-être animal, c'est un vaste sujet, on va juste l'initier, je dirais. Aujourd'hui, quand je vois tous horizons confondus, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les grands médias, etc., les gens ont l'air de découvrir que le bien-être animal pouvait exister. Mais figurez-vous que nous, le bien-être animal, je veux dire, on y baigne dedans à longueur de temps. Je veux dire, le bien-être animal, c'est H24. Dans nos métiers, en plus, où on est, nous, sur la partie bovine, naisseur, je veux dire, le bien-être animal, il démarre dès que la vache est prête à mettre bas. Alors on n'assiste pas, on a la chance d'avoir une race, la race limousine, qui est exceptionnelle pour ça, parce que c'est grosso modo 100% de vélage sans aide. Mais de près ou d'un peu plus loin, on est présent et derrière, on fait en sorte que tout au long de sa vie, l'animal soit dans les conditions optimales et les meilleures. Et si ce bien-être animal... on ne le respectait pas, c'est notre revenu derrière qui serait directement impacté. Et ce qui me gêne le plus aujourd'hui, c'est qu'au titre du bien-être animal, beaucoup de gens parlent, discutent, cherchent à nous imposer des choses, mais n'y connaissent rien. Oui, parce qu'il faut venir dans les exploitations il pour faut venir. tout ça. Moi, je suis prêt à accueillir le commun des mortels 10 jours chez nous. 10 jours, il trouvera beaucoup trop long. Déjà, au bout de la première journée, il sera bien, il aura compris où il a mis les pieds. Mais non, le bien-être animal, c'est un sujet que tout éleveur a dans ses gènes, quoi, dans son travail au quotidien. Oui, bien sûr. Et tu produis l'alimentation de tes vaches sur la ferme, vous êtes Alors nous, la particularité, effectivement, depuis qu'on est passé en bio, l'autonomie alimentaire, on l'a travaillé déjà en conventionnel avant, mais on avait recours malgré tout à de l'achat un peu extérieur de soja notamment, pour l'aspect protéines. Et aujourd'hui, on est 100% avec une alimentation pour la partie bovine produite sur l'exploitation. Pourquoi vous avez fait ce choix? Ce choix, il est économique. Je dirais que ce choix-là, derrière, c'est avec un peu de recul, mais on se rend compte qu'on peut arriver à tout produire sur nos exploitations, que derrière, ni la qualité de la viande qu'on va vendre, ni les durées d'engraissement sur notre structure n'ont été impactées. Donc, c'est possible. Pour assurer cette transition, nous, on s'est assorti des services d'un nutritionniste indépendant, avec lequel on a travaillé pendant 4 ans tant qu'on était en conventionnel et qui nous suit toujours depuis qu'on est en bio. Et il nous a apporté énormément, mais derrière l'autonomie, c'est de bien travailler nos fourrages. La première des choses, c'est que l'herbe, je veux dire, puisque nous les animaux sont présents en bâtiment à peu près 3 mois dans l'année, le reste du temps ils sont 100% en extérieur, que l'herbe c'est une culture à part entière et à partir du moment où l'herbe on la cultive bien, on la récolte dans des conditions optimales, la protéine, on se rend compte qu'elle est déjà en partie ici. Après, c'est des associations, on ne fait plus de céréales en pur par exemple, on fait des métailles avec des mélanges de céréales. Nous, en l'occurrence, c'est de l'orge, ça peut être du blé, du pois protéagineux. Et derrière, tout ça fait que l'autonomie, on y arrive, on y est. Et ça, c'est une des choses dont on est très fier sur la structure. Oui, parce que qu'on comprenne bien, sur la partie élevage, il y a des nutriments que vous utilisiez avant pour les vaches que vous ne pouviez plus utiliser une fois que vous étiez en bio. C'est ça, et c'est pour ça que tu as fait appel à un nutritionniste pour voir comment vous compensiez pour que les vaches c'est pas tout à fait ça. On peut toujours les utiliser, à condition qu'ils soient bio, bien sûr. Mais par exemple, aujourd'hui, du soja bio se négocie aux alentours de 1 500 € la tonne.
Donc si vous en donnez 300 grammes par anival et par jour, ça fait vite une somme. Donc tout ça, on s'en est affranchi. Et je vous dis, les résultats techniques et au niveau qualitatif sur nos animaux s'en ressentent pas. Et d'ailleurs, tu produis une viande de telle qualité qu'elle est vendue sous label rouge et label Prestige, je voyais. Oui, elle est vendue, donc on est toujours adhérent label rouge, blason Prestige, donc qui est le label race limousine. Et aujourd'hui, on a en plus l'agrément donc, pour vendre avec la certification agriculture biologique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer par quel circuit tu vends ta viande, cette viande de qualité? Alors notre viande de qualité, moi je suis adhérent à un groupement de producteurs depuis maintenant une vingtaine d'années, donc qui est chargé d'écouler ma production. On a fait ce choix-là parce qu'au vu des volumes qu'on pratique, ça a été difficile de faire par exemple 100% de vente directe. Voilà, donc c'est un choix qu'on a fait et qu'on assume. Et derrière, ma structure est adhérente d'une association de coopératives, Union Bio au niveau régional, qui est basée à Montluçon et qui est chargée de la mise en vente, de la commercialisation de notre viande bio. Et Unebio est relayé derrière au niveau national, Union Bio pardon, est relayé au niveau national par Unebio, qui est basé lui à Alençon. Et du coup, lui qui se charge de commercialiser la viande de tous ces éleveurs qui sont réunis au final. Voilà, alors Unebio, la particularité c'est qu'on a un schéma de vente qui nous appartient aussi au travers de magasins et de boucheries qui nous appartiennent. Et après, c'est de la vente en grande moyenne surface et boucherie traditionnelle. Et justement, en parlant de revenus de grande et moyenne surface, il y a la loi Egalim qui a été promulguée en 2018, si je ne me trompe pas. Et là, il y a la loi Egalim 2 qui vient d'être votée fin 2021 pour une plus juste répartition des revenus et notamment pour améliorer les revenus des agriculteurs. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Tu es plutôt optimiste sur le fait que la loi Egalim et l'État puissent un peu légiférer tout ça? Je suis partagé, mais je vais m'en expliquer. Déjà, à ce titre de la loi, je veux remercier les gens, les députés notamment, qui se sont saisis de ce problème-là et qui ont travaillé sur le dossier, qui ont d'abord élaboré l'Egalim 1 et pour passer à l'Egalim 2. Après, sur le terrain, nous aujourd'hui, on doit la mettre en place au niveau de nos structures commerciales. Et là, c'est différent parce que c'est très difficile de mettre en place parce que la relation avec les distributeurs, elle est compliquée. Le rapport de force est tendu, je dirais. Et ils ont beaucoup de mal à accepter de prendre en compte le niveau de coût de production de nos matières premières. Donc à partir de là, qui augmente. Et à partir de là, c'est difficile. Moi, je crois plus, malheureusement dans un sens, mais ça sera la pénurie de l'offre qui fera monter les prix. Mais la pénurie de l'offre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on va continuer de perdre des exploitations qui économiquement ne sont plus viables, des exploitations qui ne vont pas se transmettre. Aujourd'hui, c'est un vaste sujet de la transmission. On n'installe pas de jeunes, on s'en alarme, mais comment on veut installer des jeunes si on ne leur garantit pas un revenu correct, si on ne leur garantit pas un temps de travail adapté? Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils ont tous leurs copains. Moi, je baigne dedans par rapport à mes filles. Tous leurs copains ont des emplois de salariés à 35 heures avec leur week-end et tout. Dans l'agriculture et encore plus dans l'élevage, c'est pas ça. Il n'y a que par le revenu qu'on y arrivera. Et malheureusement, je ne suis pas très optimiste sur ce sujet-là. Oui, parce qu'on peut voir avec ta coopérative qui est une union de coopératives, après une union de coopératives où vous êtes plusieurs éleveurs qui sont finalement regroupés. Et là, même dans ce cadre-là, quand vous essayez finalement de faire contrepoids en étant nombreux pour la négociation, ça reste compliqué. Mais ça reste compliqué parce que même au travers des unions que j'ai pu décrire, on reste très petit vis-à-vis d'un Bigard par exemple, je le cite, ça ne me gêne pas, et de la moyenne et grande distribution, on n'est rien malheureusement. Merci de nous avoir donné ton avis sur le sujet et j'aimerais passer à une deuxième partie qui a l'air de beaucoup t'occuper, c'est la génétique de ton troupeau. Est-ce que tu peux nous raconter quel travail vous faites ici sur votre exploitation, sur la partie génétique et pourquoi vous le faites ? Alors, la partie génétique, ouais, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'anime depuis maintenant 30 ans.
c'est encore, je veux dire, on a le monde de l'élevage, donc on est tous éleveurs de bovins ou d'autres espèces, peu importe. Mais nous, on a cette particularité, c'est de s'intéresser à la génétique, donc c'est de rechercher les accouplements qui sont, entre guillemets, qui sont le meilleur, qui vont nous donner, on va essayer d'améliorer notre troupeau par ce voie-là. Donc c'est un travail par contre qui est très très long, je veux dire, c'est un travail multigénérationnel. Moi j'ai démarré, je te le disais, il y a 30 ans, 97, un petit peu avant, parce que j'ai été salarié sur l'exploitation avant, mais j'ai démarré de rien. J'ai eu beaucoup de chance parce que dans le choix notamment des mâles reproducteurs que j'ai acquis, j'ai eu une part de chance, même si la chance on l'a provoquée un petit peu parce qu'on a été chercher dans des élevages. On a beaucoup investi sur la génétique. Aujourd'hui, on a le retour parce que sur l'exploitation, tu me parlais de Paris tout à l'heure, on va participer pour la 16e fois à Paris cette année. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu de la génétique depuis très longtemps qui n'ont pas scoré à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un travail de passion et après ce travail génétique qui se fait donc sur nos élevages pour essayer de divulguer à nos clients producteurs de viande le meilleur pour qu'ils aillent chercher des gains de revenus en termes de potentiel de croissance, de poids de carcasse, plus adaptés. Ouais, donc c'est vraiment la physiologie de la vache pour produire la viande de meilleure qualité possible, le plus de viande possible aussi. Oui, c'est le plus de viande, mais après c'est surtout sur des aspects, je dirais, morphologiques, où au niveau de la race limousine, mais de toutes les races, on a ce qu'on appelle un standard morphologique en termes de développement musculaire, de développement squelettique, de qualité de race, et tout ça associé pour en faire le meilleur animal. Mais qu'on comprenne, on ne peut pas le réduire à un Miss France des vaches. Il y a autre chose derrière. Il y a, la production de la viande, le vélage aussi, je crois, la facilité du vélage. Bien sûr, on a la facilité de vélage, on a les aptitudes fonctionnelles, la valeur d'allaitement, la facilité à se déplacer, la finesse d'os. On a énormément de critères multifactoriels. Et pour nous aider, donc, nous, le cheptel est inscrit au Airbook Limousin de la race. Et en soi, on a ce qu'on appelle, nous, des inspecteurs pointeurs qui passent sur nos exploitations 2 à 3 fois par an et plus si besoin pour examiner nos animaux et s'assurer qu'ils sont bien conformes justement au standard qui est décrit pour la race limousine. Tu nous as parlé de Airbook. Oui. Et un gros mot, ça veut dire quoi ça? Airbook Limousin, c'est l'organisme qui gère le livre généalogique de la race et qui a été créé maintenant il y a un peu plus d'une centaine d'années pour notre race. Ça veut dire que toutes tes vaches là, elles sont inscrites sur un livre généalogique qui est gardé par le Airbook. Qui est gardé par le Airbook, sur lequel tu vas retrouver tous les ascendants, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Tu vas voir ça, tu vas voir des notions d'index bien sûr, donc là je veux dire c'est plus sur l'aspect chiffres. Et la grosse évolution dans la race qu'on a fait maintenant depuis une dizaine d'années, c'est qu'on peut prédire très jeune la génétique de nos futurs reproducteurs, puisqu'on s'est doté d'outils génomiques. Donc à partir d'un prélèvement de poils et de l'analyse de l'ADN de l'animal, on peut savoir le lendemain du jour de sa naissance, si on prélève du poil, quelles feront ses prédictions pour le futur. Ah ouais, ok. Parce que le mâle reproducteur, il est clé dans la génétique plus que la femelle. Le mâle reproducteur, il est clé dans la génétique parce que dans sa carrière, une vache va te faire entre 8 et 9 produits. Un reproducteur en monte naturelle va pouvoir t'en faire une centaine et plus. Et après, par le biais de l'insémination animale notamment, là, on va être sur des volumes qui peuvent être bien plus importants. Mais du coup, avec ce Airbook, cette association d'éleveurs, il y a vraiment une démarche collective de la race limousine d'amener la race à être la plus performante possible. Le but, c'est d'amener la race au plus haut niveau. Aujourd'hui, la race limousine, c'est 1 200 000 vaches sur le territoire national. C'est à peu près 1400 éleveurs. Au niveau du Airbook, je parle bien. C'est une race, la race limousine, qui est présente dans 80 pays au monde, sur les 5 continents. Donc pour se dire si on a su la développer et qu'elle correspond à quelque chose, parce qu'en fait, si elle s'est développée, c'est qu'elle donne satisfaction. C'est aujourd'hui la race bovine allaitante qui exporte le plus à l'international en termes de volume. Et alors tu nous le dis pas, mais tu es président du Airbook Limousin depuis peu, je crois. Oui, c'est tout récent. Je suis président du Airbook Limousin depuis la fin de l'année dernière.
c'est un choix que j'assume. Auparavant, j'ai été 15 ans administrateur du Airbook au niveau national et j'étais président de la section Aquitaine. Ouais, donc vraiment ça te passionne et tu es un habitué des concours, on Aussi. l'a dit. Je te voyais, notamment de Aquitanima au Salon de l'Agriculture de Bordeaux, à Paris beaucoup aussi. Oui. Tu comparais ça un peu à une compétition sportive. Ah ben c'est exactement ça, je veux dire, concourir à Paris là, cette année, c'est quelque part c'est notre top 14, c'est notre Coupe du Monde ou Coupe européenne, je ne sais pas comment. Surtout que Paris c'est 40 places à Paris. Je te le disais tout à l'heure, 1 200 000 vaches limousines, 40 places à Paris, donc c'est... Il n'en restera plus qu'un. Voilà. Koh-Lanta. Et en plus, pour Paris, il y a des présélections. Donc ces présélections, elles se sont déroulées il y a une quinzaine de jours à Lubersac pour la partie berceau. La commission, donc les animaux sont rassemblés, la commission examine les animaux sur le même site. Mais au préalable, cette commission, elle avait parcouru la France entière puisque pour regarder les animaux qui étaient déclarés en zone extérieure. Et à l'issue du choix de la présélection, il est sorti 40 animaux, dont le nôtre, Relax, Un taureau. Voilà, un taureau, un jeune mâle, qui sera présent dans 15 jours à Paris. Ouais, trop bien. Et on passera le voir sans faute. C'est sympa. Et c'est quoi ton meilleur souvenir dans le cadre de ces concours ? Mes meilleurs souvenirs, c'est la première fois où on a pu accéder parce que j'ai beaucoup de mes taureaux que j'ai en copropriété avec un autre éleveur. C'est la fois où j'ai fait mon premier prix de championnat à Argenton-sur-Creuse en 2007 avec un taureau qui s'appelait Verdi. Ça a été la première fois qu'on accédait à ce niveau-là et ça restera à tout jamais un souvenir ancré dans la famille. Le premier passage à Paris, la montée de l'âge, je vois. Écoute, maintenant je te propose qu'on passe à la rubrique de la question qui pique. Cette exploitation, tu l'as dit, c'est une histoire de famille. Tu travailles avec ta femme, ta fille Camille vous a rejoint aussi récemment, depuis 3 ans maintenant. C'est pas trop compliqué de travailler en famille ? J'ai la chance, j'ai la chance et à ce titre-là je veux la remercier, c'est que sans mon épouse Isabelle, rien n'aurait été possible. C'est sûr, parce qu'on est parti de pas grand-chose, je te le dis, hors cadre familial, avec des difficultés comme le connaissent tous les jeunes agriculteurs qui s'installent. On a passé 30 ans de notre vie à rembourser des emprunts, voilà, on continue, on y est encore à fond dedans. Mais par contre, on a construit quelque chose. Aujourd'hui, on a un outil qui, j'espère, c'est bien parti, on pourra transmettre à nos enfants. Mais travailler en famille, voilà, ça a été le gage de la réussite de ce qu'on a construit. Et je voyais qu'à chaque fois que quelqu'un a rejoint l'exploitation, donc Isabelle d'abord, ensuite ta fille, vous avez dû agrandir ou ajouter un atelier de porc par exemple récemment. Tu peux nous expliquer la logique de cet agrandissement ? La logique de l'agrandissement, elle est tout simple, c'est de dégager du revenu. Parce qu'aujourd'hui, sur la structure, on est 3 équivalents temps plein. Qu'on se rémunère, alors Camille en tant que salarié, on n'a pas le choix. Nous, en tant qu'associés, c'est plus compliqué, mais globalement, depuis qu'on travaille sur l'exploitation, on a essayé de se rémunérer à un niveau qui nous permette d'assumer une vie familiale, je dirais, normale, même si on n'est pas parti très très souvent en vacances, mais les enfants s'en plaignent pas particulièrement aujourd'hui, donc c'est que ça. D'ailleurs, les deux veulent travailler sur l'exploitation, donc ça va, ça s'est pas trop mal passé. Convenir quand même. Non, mais voilà, on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure en termes d'installation. Ce que j'ai fait là, ce qu'on a fait, pardon, c'est quand même beaucoup de sacrifices, je veux dire, malgré tout. Et le plus gros poids à porter, c'est cet investissement financier vis-à-vis de nos créanciers, qui est notre premier créancier, qui est la banque. Quoi. Ouais, parce que quoi ? Parce que l'investissement du hangar, c'est le hangar, alors le matériel pas trop, parce que je t'ai dit, on a externalisé cette partie-là. Oui. Mais donc en fait, ça veut dire c'est les bâtiments pour loger les animaux, c'est du foncier aussi. Voilà, tout ça, ça pèse beaucoup. En fait, finalement, vous êtes dans une logique d'une entreprise presque classique. Quand on embauche, c'est pour se dégager du temps, pour développer une autre activité généralement. C'est rare les entreprises qui embauchent juste par confort parce qu'elles génèrent tellement de cash qu'elles disent bon, on peut embaucher et on travaillera un peu moins. Ça se passe rarement comme ça. Alors à ce titre-là, moi on va l'aborder quand même en 2 mots parce que ça serait trop long si je rentrais vraiment dans le détail. Mais j'ai eu la chance, c'est que pendant une partie de ma carrière d'agriculteur,
J'ai aussi été gérant d'une société industrielle où on avait 14 salariés, où Isabelle était secrétaire de direction. Et cet épisode-là m'a beaucoup apporté dans la gestion quotidienne de mon exploitation et dans la façon d'assumer le travail, les investissements et le risque financier. Parce que finalement, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'inscrivent dans la démarche de s'installer, d'investir, mais à qui il manque quand même cette logique d'entreprise, d'entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, nos structures, c'est des entreprises à titre principal. Ouais, pour la petite histoire, c'est un des premiers trucs qui m'a frappé, puisque je te l'ai dit, j'étais directrice marketing dans une start-up, donc j'étais avec les entrepreneurs parisiens et compagnie, les tables de ping-pong, la PlayStation, tout ça. Et en fait, quand je commence à aller voir les agriculteurs, c'est le premier truc qui m'a marqué. Je me suis dit, mais c'est des entrepreneurs, ils ont tout à gérer, c'est une entreprise à gérer. C'est une entreprise à part entière. Il faut savoir aujourd'hui, je te disais, la structure, je vous l'ai décrit, donc 3 équivalents temps plein, on a pratiquement un équivalent temps plein qui est dédié à l'administratif, aux relations extérieures, gestion de la PAC et gestion de toutes les contraintes qu'on nous met, qu'on nous remet sur les exploitations. Et je te dis, 3 équivalents temps plein, il y en a un qui est pratiquement dédié. Allez, 80% à gérer tout ça. N'empêche que ces modèles familiaux, comme vous êtes, j'ai l'impression que c'est de moins en moins la norme, qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se regroupent à 4, 5 associés sur l'exploitation. C'est quelque chose que tu remarques et pourquoi tu penses qu'ils sont amenés à faire ça? Déjà, à mon avis, c'est une très bonne chose parce que tu partages le quotidien, tu partages les risques. Tu partages le fait des fois où moralement, t'es en bas, quoi, on va dire. Et le fait d'être à 2, 3, il y en a tout le temps un pour essayer, 1 ou 2 pour essayer de te remonter un peu le moral. Et puis, tu partages les risques. Et aujourd'hui, on a monté des outils qui sont tellement durs à transmettre en termes de volume capitalistique que le seul choix qu'ont certains, c'est d'essayer de s'associer, de reprendre des parts dans la société, peu au départ pour voilà, et petit à petit davantage, mais inévitablement, on ira de plus en plus vers ce schéma-là, parce que le schéma de l'exploitation individuelle, déjà en termes de temps de travail, de contraintes, c'est un modèle qui sera dur à défendre de même. Oui, parce que de s'associer à plusieurs, c'est aussi une manière de se dégager du temps libre. C'est une des façons d'accéder à une vie sociale qui soit plus facile, plus logique, en termes de temps de travail, de remplacement, d'astreintes moins répétées au niveau des week-ends, où tu dilues un peu tout ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est en place déjà, vers lequel on va, mais qui inévitablement sera amené à grossir. Écoute, je vais passer à la dernière rubrique, c'est la boîte à questions. Je te propose de choisir une de ces 3 boîtes que tu as ici devant toi. Voilà, je te disais, moi j'aime bien le consensus et de par mes fonctions, il faut que j'y aille de plus en plus. Donc c'est la boîte du milieu que je retiendrai. Je te laisse la prendre et l'ouvrir pour découvrir ce qu'il y a dedans. Tu vas nous dire. Aïe, surprise. Le tac au tac. Ah, parfait. J'ai 3 questions pour toi. Il faudra me répondre du tac au tac. Alors la première, c'est quelle est ta vache préférée et pourquoi? Alors sans aucun doute, c'est Aude. Aude, c'est une longue histoire puisque c'est une vache qui est née sur l'exploitation déjà de la génétique qu'on avait travaillée. Aude, elle a participé 5 fois au concours général agricole à Paris. Voilà. Elle y était toute jeune sous sa mère qui était Bruyère, une vache qu'on a exportée après par la suite. Et Aude, elle a fait plusieurs prix à Paris, elle a décroché 2 seconds prix, 2 premiers prix, donc voilà, c'était vraiment la vache fétiche. En plus, elle nous a transmis derrière de la génétique, notamment des femelles qui sont en production sur l'exploitation. Juste derrière toi, on a Myrtille, qui est une fille de Aude. Et Aude, son histoire s'est terminée récemment, puisqu'elle est arrivée en fin de carrière. Voilà, c'est des choses, on est dans le milieu de l'élevage, donc c'est des choses auxquelles il faut qu'on se prépare, c'est difficile. Clara l'a un peu mal vécu, mais voilà, c'est notre métier d'éleveur qui veut ça. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie du travail. Voilà. Deuxième question, si tu as un coup de gueule à nous partager. Oh, un coup de gueule, à partager des coups de gueule, ouais, j'en ai eu. J'en ai moins parce que en prenant un peu d'âge, on s'adapte, on se calme et puis on se remet en question aussi. De coups de gueule, pas forcément, mais je suis quelqu'un d'assez direct, donc
Je dis ce que je pense en général, je l'assume aussi en général, mais bon, c'est quand même moins le cas aujourd'hui que ça ne l'a été par le passé. Bon, t'as pas trop répondu à la question, mais t'as le droit à un joker, c'est pas grave. Et troisième question, si t'as un conseil à donner à un agriculteur qui s'installe ou à un éleveur qui s'installe. Un éleveur qui s'installe, déjà, voilà, la première des choses, c'est de vraiment y croire. Avant de s'installer, c'est de vraiment bien jalonner son parcours et d'être bien conscient de vers quoi il va en termes de travail, d'investissement, de responsabilité. Mais après, je dirais, c'est le plus beau métier du monde, notamment celui d'éleveur naisseur, parce que quelque part, on donne la vie. Donc, ouais, il faut y aller, il faut foncer. Et surtout, il ne faut jamais regarder derrière. Tout le temps, devant. Très bon conseil qui ne s'appliquera pas qu'aux éleveurs, je pense. Et dernière question, où c'est qu'on peut te contacter ou alors suivre votre actualité si on veut savoir ce que vous allez faire avec votre taureau au Salon de l'Agriculture Alors, notre actualité, on a un site Facebook. Alors, c'est les jeunes plus que moi qui le gèrent. Voilà. Après, qui s'appelle comment Ferme Gaec Lasternas. Gaec Lasternas. Et après, c'est de nous suivre au niveau de la page Facebook de la race aussi, de la race limousine. Et par exemple, le concours général à Paris est retransmis en direct. Donc les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont envie de voir comment ça se passe, je leur conseille de taper limousine.org. Ils auront accès le jeudi 3 mars à 10h à l'intégralité de la retransmission du concours limousin. Super, et on y sera. Merci beaucoup Olivier pour ton accueil. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'en est fini pour cet épisode de la série Les cafés fermiers d'AgriWeb TV. Si vous voulez en savoir plus sur notre agriculteur ou notre agricultrice du jour, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'AgriWeb TV, agriweb.tv. Nous avons enregistré une vidéo de 5 minutes en même temps que le podcast, vous pourrez donc mettre un visage sur une voix, mais aussi voir les images de l'exploitation. Et puis surtout, vous pourrez découvrir plein d'agriculteurs d'exception en Nouvelle-Aquitaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle pause café chez les agriculteurs.